c'est le Wall Street Journal qui rapporte ça. Trump souhaite que des troupes européennes soient présentes en Ukraine pour surveiller le cessez-le-feu. Il n'a pas exclu que les États-Unis soutiennent cet accord, même si aucune troupe américaine ne serait impliquée. Mais ça, Elisabeth l'a expliqué tout à l'heure, c'est le Trump transactionnel qui dit « nous, on ne paye pas ». On ne payera pas, c'est vous, c'est des Européens, ça se passe. L'Europe payera. C'est vous qui allez payer, c'est vous qui allez payer. Maintenant. Mais attendez, expliquez-moi. Mais moi, je trouve, on vit un moment comme très important parce que la vassalisation. On a débattu pendant des mois des troupes en disant ce sera des troupes combattantes, des troupes d'appui, etc. On découvre qu'en fait, dans l'esprit de Trump et visiblement de certains Européens, en fait, ce seront des troupes d'interposition, ce seront des sortes de casques bleus. Bah c'est ça, ce serait un peu la finule, en espérant qu'elle ait plus de moyens et qu'elle. Moi, je pense que. En tout cas... Attendez, c'est quand même énorme ce que vous dites, parce que ça renverse complètement les choses. Ça a évidemment moins de panache d'aller simplement contrôler un cessez-le-feu que d'aller combattre les Russes. C'est pas la même chose. Oui, c'est vrai, mais de toute façon, même le président Zelensky n'a jamais demandé aux troupes occidentales de venir aux côtés de ses propres soldats pour se battre contre les Russes. Mais c'est vrai que les Occidentaux pensent à l'étape d'après. Le chef d'état-major de l'armée de terre française lui-même a évoqué cette possibilité d'envoyer des troupes, mais qui ne seraient pas des troupes de combat, mais des troupes qui permettraient de s'assurer, s'il y a un cessez-le-feu, qu'il sera bien respecté par les Russes. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles Trump tient à l'envoi de ses troupes, c'est que comme il n'a pas forcément envie que l'Ukraine entre, en tout cas tout de suite dans l'OTAN, et que donc il y ait cette protection de l'Ukraine qui serait une protection globale, mutualisée, par toutes les troupes de l'OTAN, au premier lieu desquelles les américaines, envoyer des soldats européens, ce serait une façon, entre guillemets, de se laver les mains du respect d'un éventuel gel de la ligne de front. Est-ce qu'on ne fait pas un virage sans le dire quand même? Lisez ce que dit le ministre de la Défense italien, qui dit « J'espère parler de paix le plus tôt possible. La mission de maintien de paix en Ukraine, ainsi que dans la bande de Gaza et au Liban, il fait lui-même tout à fait la comparaison avec la finule, il l'a fait de manière presque explicite. Nous sommes prêts à jouer ce rôle, un rôle dans lequel nous nous sommes toujours distingués en tant que nation. Quand même, on partait on va envoyer des troupes d'appui, des formateurs, des gens quand même pour le combat. Et puis là, on en arrive à dire on va trouver une troupe d'interposition pour geler un front. Alors, on ne sait pas de quoi on parle aujourd'hui. Si eux ont l'air de savoir très bien. Mais c'est le ministre de la Défense italien qui dit ça. Donald Tusk, à la conférence de presse avec Macron vendredi, a dit pour le moment, rien de concret ne se discute. Pour le moment, ça reste des idées. Imaginez des troupes européennes en Ukraine. Ça veut dire quoi? Sous quel commandement? Est-ce que ce serait des troupes de l'ONU? Alors là, ce ne sera pas que les troupes européennes. Et puis l'ONU, malheureusement, elle a un petit peu perdu sa réputation dernièrement. Est-ce que ce sera des troupes de l'OSCE? Absolument hors de question pour les Ukrainiens. Ce serait un Minsk 3. En plus, la Russie fait partie de l'OSCE, c'est pas possible. Est-ce que ce seront des troupes de l'OTAN? Non, parce que les Américains ne veulent pas en faire partie. Donc, est-ce que qu'est-ce que ça va être? Sous quel commandement? Quelle mission? Est-ce qu'ils auront le droit de se défendre ou pas? De défendre les Ukrainiens ou pas? Donc, pour le moment, on est vraiment on n'est même pas encore en train de prendre un papier, un crayon, de mettre des choses par écrit. C'est du blabla pour le moment. Regardez cette séquence. À quel point est-ce que ce sera risqué? On se souviendra ce qu'étaient les troupes d'interposition, notamment en Yougoslavie. Vous avez pu observer ça de très près. Oui. Regardez cette séquence. On a la région de Donetsk, donc c'est une des régions où potentiellement des soldats français et autres pourraient servir d'interposition. Voilà, on a indiqué course, mais c'est effectivement région de Donetsk. C'est le surtitre qui est en l'occurrence, on s'est trompé de surtitre, mais voilà, Donetsk, c'est une des régions où théoriquement, par exemple, des soldats français pourraient être là pour faire barrage. Après l'arrêt des combats. Après l'arrêt des combats. Oui, là, pour l'instant, on ne s'interpose pas, on se bat. Et avec des garanties de sécurité. Et quelles sont les garanties de sécurité qui valent quelque chose? Parce qu'on a vu que les garanties bilatérales, elles ne valent rien. Donc, on en est encore très loin, mais... En même temps, parce que je suis très pessimiste et vous peut-être sentez que je n'y crois pas trop, en même temps j'y crois parce que je pense que quand on sera le dos au mur, c'est possible que si jamais il y a vraiment une force de maintien de paix européenne en Ukraine, ça pourrait être vraiment la naissance d'une défense européenne. On en est loin, mais on a aussi vu que quand il faut agir vite et quand il faut faire des choses, c'est possible. Donc tout est ouvert, les cartes ne sont même pas sur la table, elles sont encore en l'air en ce moment.
Voilà. D'abord, il ne faut pas que ce soit une mission de l'ONU, ça c'est clair, il ne faut pas que ce soit des casques bleus, c'est autant rien mettre. Voilà. Et puis ça fera moins de victimes stupides, pour le coup. Vous avez toujours été très laudatif au sujet des missions de paix de l'ONU. J'ai vécu personnellement, non, c'est une catastrophe. Bien sûr, ça ne sert strictement à rien. Mais en revanche, oui, par contre, il faut mettre des unités de combat. Un peu de la même façon qu'on a déployé des unités de combat dans les pays baltes, des bataillons multinationaux qui sont là pour défendre la frontière. Ça veut dire qu'on le fait sans l'accord de la Russie. Oui. Et ça, c'est le grand problème. Mais du coup, ça cristallise, ça concrétise une véritable alliance militaire. Oui. Ça, c'est des garanties de sécurité. Et là, pour le coup, c'est une vraie garantie de sécurité. S'il n'y a pas de soldats au sol, la garantie de sécurité, c'est du vent. Il faut être clair. Est-ce que je peux vous taquiner un peu? En réalité, est-ce qu'on ne donne pas raison à Trump? C'est-à-dire, Trump arrive et dit ce sera comme ça. Et on pourrait s'attendre que les Européens disent non, nous, on va continuer à se battre contre la Russie, même seul, même sans votre aide. Et c'est pas ce que disent les Européens. Là, les Européens disent très bien, parfait, nous, on va s'occuper de faire du maintien de la paix. C'est pas la même chose. Moi, j'ai connu. Tout à fait d'accord. Moi, je suis totalement d'accord avec vous. Après, ça a été expliqué de manière algébrique et mathématique. C'est-à-dire que ceux qui fanfaronnent en disant pas de problème, on va prendre le relais des Américains, c'est aujourd'hui, c'est matériellement impossible. Et je pense même qu'il n'y en a pas la volonté. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font des grands en voyant Trump arriver, mais qui secrètement sont très contents qu'ils viennent et qui sifflent la fin de la partie, parce qu'ils veulent passer à autre chose. Et c'est les Ukrainiens et les Ukrainiennes qui vont en payer le prix. Et ça, ils s'en lavent complètement les mains. Vous qui aimez les expressions militaires, Darius, il y en a une, on dit, en tout cas dans les blindés, on est canon bleu. Canon bleu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le canon est vers le ciel, donc on voit le bleu du ciel à travers. Ça veut dire que comme on ne sait pas ce qu'on doit faire et qu'on ne sait pas où on va aller, le canon est relevé au lieu d'être sur sa cible. Et là, on est vraiment canon bleu pour ce qui est de la suite. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des hypothèses, mais il y a autant d'hypothèses que de projections sur ce que doit être la fin de cette guerre. Et entre les Américains qui disent arrêtons là les frais, les Russes qui peut-être ne seraient pas opposés à que ça dure encore un peu, notamment pour pouvoir contrôler militairement l'ensemble des oblasts de l'Est qu'ils ont annexés juridiquement. Et je dirais qu'il y a autant de scénarios que de belligérants. Donc, et vous avez raison. Merci de m'apprendre quelle expression canon bleu vous connaissiez. Oui, vous, bien sûr. Mais pas nous, les civils. Le vert. Le vert, c'est le sol. Et le bleu, c'est le dire qu'on est dans le bleu, c'est que on est perdu. On est perdu. Alors on est canon bleu, et on est d'autant plus canon bleu qu'il y a aussi l'Ukraine, qui peut, elle, revenir d'entrer dans le scénario Trump et vouloir aller plus loin dans le combat. C'est la surprise, on en parle. C'est compliqué. Mais juste une anecdote pour revenir à la discussion précédente. Mais moi, j'étais à l'état-major des armées au moment où Obama est arrivé au pouvoir et il y a eu discussion sur quelle stratégie en Afghanistan américaine. Et donc avec Joe Biden, son vice-président notamment, qui était un peu chargé. Donc il y a eu plein de débats aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on fait? Contre-insurrection, machin, truc. Ok. Et puis à un moment, on dit bon, on va faire de la contre-insurrection. On va envoyer 30 000 soldats de plus. Et on a vu arriver en France, partout ailleurs, une facture en disant pour les Français, vous Français, vous enverrez, de mémoire, vous enverrez 3000 soldats de plus. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on avait été consulté sur ce qu'il fallait faire en Afghanistan. Et une fois que le plan avait été établi par la présidence aux États-Unis, on dit voilà, bon, et maintenant les supplétifs. C'est des vassaux. C'est des vassaux.